Un homme simple, coiffé d'une casquette usée, portant des baskets déchirées et un sac à dos visiblement vieux sur le dos, poussa la lourde porte en verre d'une agence bancaire. Il était 10 heures du matin et, dans quelques minutes, il serait accusé de fraude, humilié publiquement, et la police serait appelée contre lui. Ce que personne dans cette salle luxueuse ne savait, c'est qu'il était, sans aucun doute, la personne la plus influente en ce lieu. Et ce qu'il fit ensuite vous laissera complètement stupéfait. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, ici sur votre chemin intérieur, car le rebondissement va vous surprendre. Et peut-être, au moment même où vous découvrez cette histoire, elle pourrait même toucher votre cœur. Il savait que ce jour changerait tout, pour toujours. L'ambiance était habituelle, une climatisation glaciale, un silence fonctionnel troublé uniquement par le cliquetis des claviers, des employés sérieux derrière des comptoirs en marbre et une file d'attente qui serpentait jusqu'à la porte vitrée. Personne ne fit attention à lui. Et si quelqu'un le remarqua, ce fut seulement pour le juger en silence. Son apparence ne correspondait pas au luxe de l'endroit. Il portait un t-shirt délavé par le soleil, un jean troué aux genoux, de vieilles clés baskets au bout presque déchirées, et ce sac à dos bon marché sur le dos. Il était l'incarnation de l'homme qui, selon les standards de cet endroit, n'avait clairement pas sa place ici. Chaque regard rapide était chargé de préjugés, mais il gardait la tête basse. Mais tout cela avait été méticuleusement planifié. Chaque détail de sa tenue, de la casquette couvrant une partie de son visage jusqu'aux baskets sales, avait été choisi pour provoquer exactement cette réaction. Il entra à pas lents, la tête baissée, et prit un numéro au distributeur automatique. Comme n'importe quel client ordinaire, il ne cherchait pas l'attention, mais voulait se fondre parmi ceux qui sont souvent ignorés. Il passa devant 2 employés au comptoir d'accueil. Aucune d'elles ne leva les yeux pour le saluer. Leur voix n'était intémable que pour ceux qui s'habillaient d'une certaine manière. Pour elle, il était invisible. Le gardien de sécurité, cependant, l'examina attentivement pendant plusieurs secondes, évaluant s'il représentait un risque quelconque. Pendant qu'il attendait dans la file, il observa autour de lui. Un homme âgé, les mains tremblantes, essayait de comprendre comment accéder à l'application mobile, tandis qu'une employée lui disait avec impatience « Je vous l'ai déjà dit, monsieur, cela ne peut se faire que via le téléphone portable. Nous ne pouvons pas le faire ici. » La frustration de l'homme était palpable, mais l'employé détourna simplement le regard, à la recherche du prochain client approprié. Matteo ressentit une pointe de colère. C'était exactement l'attitude qu'il était venu chercher. Le manque d'empathie déguisé en professionnalisme, la bureaucratie utilisée comme une arme contre les plus vulnérables. Il vit l'homme abandonner et s'asseoir, vaincu par la technologie et l'indifférence. Plus loin dans la file, une femme en uniforme de cuisine, probablement d'un restaurant voisin, tenait une enveloppe d'argent, la recette du jour. Elle était là depuis près d'1 heure et personne n'avait appelé son numéro. La fatigue et l'inquiétude se lisaient comble sur son visage. Elle regardait constamment l'horloge murale. Personne ne s'approcha pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Tout cela, Matteo le voyait et le ressentait dans sa propre chair, car il avait déjà été dans cette situation. On l'avait déjà ignoré, traité comme si son temps ne valait rien, comme si sa présence était un dérangement. Mais aujourd'hui, la situation était radicalement différente, et il avait le pouvoir de la changer. C'était une agence qu'il avait lui-même aidé à réformer à peine 2 ans plus tôt. Le mobilier design italien, la politique de service client et même le système d'exploitation, tout était passé par son approbation finale. Chaque détail de cet endroit portait sa signature. Pourtant, personne ici ne pouvait l'imaginer, car cet homme à la casquette et au sac à dos usé était Matteo Morales, le directeur général national de la banque. Et à cet instant, personne, absolument personne dans ce bâtiment n'avait la moindre idée de qui il était réellement. Il était caché à la vue de tous, prêt à voir la vérité nue sur sa propre entreprise. Une vérité qu'il soupçonnait être douloureuse. Matteo n'était pas là par hasard. Sa présence dans cette agence spécifique était le résultat d'une décision prise quelques semaines plus tôt, après avoir reçu une série de messages qui l'avaient profondément troublé. Il ne s'agissait pas de plaintes officielles passées par les canaux habituels, mais de quelque chose de bien plus personnel. Des lettres manuscrites qui parvenèrent à peine à son bureau, des courriels émotionnels filtrés par son assistant et même des commentaires sur les réseaux sociaux mentionnant la marque. Tous avaient un point commun douloureux. Des clients modestes parlaient d'humiliation, de mépris et de préjugés cachés dans les agences de sa banque. Il comprit que le problème était plus profond. Les histoires étaient déchirantes et spécifiques. « Rencontrez, monsieur, je suis allé demander de l'aide et elle n'a même pas levé les yeux vers moi, » disait l'un. « On m'a dit que je n'avais pas le bon profil pour ouvrir un compte épargne. Quel profil faut-il pour épargner de l'argent ?
demandait un autre. On m'a traité comme si je demandais l'aumône. Je voulais juste déposer mon salaire. Au début, Matteo tenta de croire qu'il s'agissait de cas isolés, inévitables dans une si grande entreprise. Peut-être des employés de mauvaise humeur ou un malentendu. Mais les récits se répétaient, et pire encore, ils suivaient un schéma clair indiquant un problème systémique et culturel. Les victimes étaient toujours des gens simples, des gens qui s'habillaient modestement, comme lui ce jour-là, des gens qui parlaient avec un accent d'un quartier pauvre ou d'un village, qui n'utilisaient pas un vocabulaire financier complexe. C'étaient des ouvriers, des personnes âgées, des jeunes qui débutaient en. Il savait exactement ce que cela signifiait. Il le savait, car il avait lui-même été cette personne. Le sentiment d'être méprisé pour son apparence ou ses origines était une cicatrice qui ne s'était jamais complètement refermée, malgré son succès. Et voir cela infligé à d'autres dans sa propre banque était quelque chose qu'il n'était pas prêt à tolérer. Il se souvenait vivement de la première fois qu'il était entré dans une banque. Il était adolescent et essayait d'ouvrir un compte étudiant pour recevoir une petite bourse. Il se souvenait de l'employé qui avait ouvertement ri de son nom de famille. Il se souvenait de l'expression de dégoût quand il avait raconté avec fierté qu'il travaillait comme agent d'entretien dans un hôpital pour payer ses études. Il se souvenait être sorti de là, la tête basse, sans compte, mais avec un serment silencieux. Il se jura qu'un jour, il serait de l'autre côté et que lorsque cela arriverait, il ferait les choses différemment. Ce souvenir nourrissait sa détermination. Et maintenant, tant d'années plus tard, il était au sommet. Il était le PDG, mais cela faisait toujours mal. De voir que, malgré toute la modernisation, les beaux discours sur l'inclusion et la diversité et les millions dépensés en campagne marketing, rien n'avait vraiment changé dans le cœur de certaines personnes. L'uniforme et le bureau étaient redevenus un bouclier pour les préjugés. La cravate élégante était un symbole de pouvoir sur le client et non de service. La technologie, au lieu d'inclure, était utilisée pour exclure ceux qui ne la comprenaient pas. La façade était neuve, mais les fondations du classisme restaient intactes. Il décida alors qu'il n'enverrait pas de note de service, ne tiendrait pas une autre réunion du conseil d'administration sur la culture d'entreprise, n'enverrait pas d'équipe payée de clients mystères. Il irait lui-même. Il voulait voir, sentir et tester le système du point de vue des plus vulnérables. Il voulait savoir qui honorait vraiment l'uniforme et les valeurs de l'entreprise, et qui utilisait la cravate et le poste uniquement comme un symbole de pouvoir pour se sentir supérieur. Et ce jour-là, au milieu de cette agence luxueuse, c'était exactement ce qu'il était sur le point de découvrir. Son déguisement était la clé de la vérité. Matteo Morales était né à El Pino, un quartier modeste à la périphérie de la ville, fils d'une femme de ménage qui nettoyait les maisons des autres et d'un maçon qui construisait les rêves des autres. Il avait appris très tôt la valeur du travail acharné. Son enfance n'avait pas été facile. Elle avait été marquée par des factures en retard, une nourriture rationnée et très peu d'options pour l'avenir. Chez lui, le luxe était de faire 3 repas par jour. Il avait vu ses parents lutter sans relâche, et cela avait forgé en lui une détermination d'acier. Il savait que la seule façon de s'en sortir était d'étudier. Les jours de forte pluie, l'eau boueuse de la rue inondait la petite maison. Ils devaient emposer des briques pour sauver le peu de meubles qu'ils avaient. Les jours de soleil, l'asphalte brûlait les pieds nus des enfants qui jouaient en dehors. Étudier a toujours été un combat. À l'école publique du quartier, les livres manquaient, parfois les professeurs aussi, et la sécurité était précaire. Mais Matteo avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Une volonté inébranlable de réussir, une détermination forgée dans le besoin et le désir d'honorer le sacrifice de ses parents. Il étudiait à la lueur d'une bougie lorsque l'électricité était coupée pour impayé. Il vendait des stylos et des glaces maison dans la rue pour aider sa mère. Il faisait des petits boulots à l'épicerie du coin pour payer la mensualité d'un cours pré-universitaire communautaire. Pendant que d'autres jeunes de son âge se perdaient, il s'accrochait aux livres comme à une bouée de sauvetage. Il savait que chaque formule mathématique, chaque mot qu'il apprenait, était un pas de plus loin de la pauvreté qui l'entourait. Ses efforts étaient silencieux, mais constants. Quand il vit son nom sur la liste des admis à l'université en administration, il pleura comme un homme qui venait de gagner une guerre. Ce n'était pas seulement sa victoire, mais celle de toute sa famille et de son quartier. C'est à cette époque qu'il commença à travailler comme stagiaire dans une petite coopérative financière. Son travail était basique. Saisir des chiffres, servir le café, répondre au téléphone. Mais pendant qu'il accomplissait ses tâches, il observait tout en silence. Il apprenait des erreurs des autres, notait chaque détail du métier, comprenait comment l'argent circulait et, plus important encore, observait comment les gens traitaient les gens. Il voyait les managers sourire aux clients riches et traiter les petits épargnants avec mépris.
Pendant que beaucoup de ses camarades d'université, disposant de plus de ressources, se moquèrent de ses origines modestes et de son accent, Matteo grandissait intérieurement. Chaque moquerie était un carburant. Des années plus tard, diplômé avec mention, un master en finance en poche et une pile de livres lus pendant des nuits blanches, il reçut sa première grande offre, diriger un domaine stratégique dans une banque en pleine expansion. Ils avaient vu en lui non seulement l'intelligence, mais aussi une faim et une résilience que les autres n'avaient pas. À partir de ce moment, ce fut étape par étape. Il gravit les échelons avec effort, talent et une éthique de travail implacable. Mais il n'oublia pas une seconde d'où il venait. Il n'échangea jamais son humilité contre l'arrogance que donne le pouvoir, et n'ignora jamais le fait que pour beaucoup, dans ces cercles d'élite, il restait au fond le même. Le gars du quartier pauvre, toujours regardé de haut lors des événements mondains, même s'il portait désormais des costumes à des milliers de dollars. C'est peut-être pour cela que cette mission secrète était si importante pour lui. Parce que Matteo n'était pas seulement là en tant que PDG d'une banque multimilliardaire. Il était là en tant que représentant de millions de latinos jugés sur leur apparence avant même d'avoir eu la chance d'ouvrir la bouche. Il était là pour sa mère, pour son père, et pour le jeune homme qu'il avait été. Et dans cette agence, quelque chose était sur le point de se produire qui changerait les règles du jeu pour toujours. Le véritable test allait commencer, et il était prêt à affronter le pire côté de son entreprise. Matteo attendait dans cette file interminable depuis près de 30 minutes. Le temps ne le dérangeait pas. Au contraire, il l'utilisait à son avantage. Il voulait observer, sentir l'atmosphère, voir de ses propres yeux ce que tant de clients avaient à raconter dans leurs lettres. Et il ne lui fallut pas longtemps pour confirmer que les récits étaient douloureusement vrais. À côté de lui, une femme âgée, qu'il identifia comme Doña Isabel avec des sacs de course à ses pieds, essayait de prendre un ticket pour être servie à la caisse. L'employée, assise derrière une vitre pare-balles, répondit sans même lever les yeux de son écran. « C'est là sur le comptoir, madame. »« Il suffit d'appuyer sur le bouton, » dit l'employé d'une voix monotone en désignant vaguement la machine. La femme, visiblement confuse par l'écran tactile, répondit d'une voix tremblante. « Mais je ne sais pas comment ça marche, ma fille. Aide-moi, s'il te plaît. Je veux juste payer ma facture d'électricité. » L'employé se contenta de soupirer, désigna la machine d'un mouvement de tête impatient et retourna à son écran. L'indifférence était aussi froide que la climatisation. Doña Isabel semblait prête à abandonner, sa dignité piétinée pour une simple transaction. Matteo intervint. Il s'approcha de la machine, sourit à la femme et dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Que devez-vous faire ?» Il l'aida à obtenir le bon numéro. Il lui offrit une place à côté de lui et dit avec un sourire sincère « Tranquillement, Doña Isabel, on vous appellera bientôt. » Elle lui répondit par un regard de gratitude qui lui brisa le cœur. Il était clair qu'un geste de gentillesse aussi simple était inattendu en ce lieu. Elle s'installa, reconnaissante, et il retourna à sa place dans la file. C'est alors que la femme se pencha et lui murmura « Vous êtes différent, jeune homme. Les autres ici nous traitent comme des ordures, comme si nous ne valions rien. Ils pensent que parce que nous sommes vieux ou pauvres, nous ne méritons pas le respect. » Cette phrase frappa Matteo comme un coup de poing. C'était la confirmation qu'il ne voulait pas, mais dont il avait besoin. C'était la voix de sa mère, la voix de ses voisins. C'était la raison exacte pour laquelle il était là, endurant les regards et l'attente. Sa mission venait de devenir encore plus personnelle. À cet instant précis, une employée pressée passa à côté de lui, des papiers à la main. En passant, elle plissa ostensiblement le nez, sentant la légère odeur de sueur émanant du sac à dos de Matteo, un détail qu'il avait ajouté exprès, en marchant au soleil avant d'entrer. Le geste fut rapide, mais sans équivoque. « Sécurité, gardez un œil sur celui-là » murmura-t-elle au gardien, assez bas pour que les autres clients n'entendent pas. Mais Matteo, attentif, capta parfaitement. Le gardien hocha la tête, fixant désormais son regard sur lui. La goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le moment de vérité arriva lorsque, enfin, son numéro fut appelé à l'écran. Caisse 4, le poste était occupé par une jeune femme nommée Laura, qui l'accueillit avec une expression d'incrédulité avant même qu'il ait pu dire un mot. Son sourire professionnel, réservé aux clients précédents, disparut en le voyant. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Mais son ton était sec, distant. Il était clair qu'il n'était pas le type de client avec lequel elle voulait traiter. Matteo se prépara à ce qui allait au suivre. Il resta calme, jouant son rôle. « Bonjour, je souhaite faire un retrait, s'il vous plaît. » Elle hocha la tête avec impatience, les doigts déjà sur le clavier. « Quel montant ?» Il la regarda droit dans les yeux et annonça le chiffre. « C'était peu... 7 000 $. Elle s'arrêta net, leva les yeux de son clavier et le dévisagea. Puis elle laissa échapper un petit rire.
Un rire d'incrédulité, pensant qu'il plaisantait ou s'était trompé de chiffre. « Pardon, vous avez dit combien » ? « 7000, répéta-t-il avec le même calme. Le rire disparut, remplacé par un masque de suspicion. « Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. » Son ton était désormais officiel et froid. Matteo lui tendit sa carte d'identité et sa carte de débit. Elle saisit lentement les données, son regard allant de la photo d'identité à son visage, caché par la casquette. Sur l'écran, elle vit le solde du compte et eut un hoquet de surprise, mais se reprit rapidement, marmonnant presque pour elle-même « Ce compte n'est pas à vous, ou si ?» La question était déjà une accusation. « Bien sûr qu'il est à moi, vous pouvez vérifier avec le numéro d'identité », répondit Matteo, gardant une voix calme. La jeune Laura le toisa de la tête aux pieds. Son jugement était évident. « Monsieur, désolé, mais une personne comme vous ne peut pas avoir un tel solde sur son compte. Nous allons devoir enquêter. Excusez-moi, mais cela ressemble à une fraude. » Le mot « fraude » fut prononcé suffisamment fort pour que les personnes les plus proches dans la file puissent l'entendre. Le stigmate était posé. L'humiliation publique avait officiellement commencé. Matteo resta calme. Il ne répondit pas immédiatement à l'accusation, mais dit simplement fermement « Alors appelez le directeur, s'il vous plaît. » Il voulait voir jusqu'où irait la chaîne des préjugés. Elle en hésita une seconde, surprise par son calme, mais décrocha ensuite le téléphone pour appeler le bureau. Quand elle raccrocha, elle dit quelque chose qui trancha l'air et confirma toutes les suspicions de Matteo. Ce genre de personne essaie toujours de faire ça. Il pense que nous sommes stupides. Quelle perte de temps, dit-elle, le regardant droit dans les yeux avec mépris. L'atmosphère dans l'agence bancaire commença à changer radicalement. Les autres clients dans la file, qui n'étaient auparavant qu'impatients à cause de l'attente, regardaient en maintenant avec un mélange de curiosité et de malveillance en direction de la caisse où se tenait Matteo. Laura, l'employée, parlait au téléphone interne, mais ses expressions et ses gestes montraient clairement qu'elle était confuse et méfiante. Ce n'était pas seulement un protocole de sécurité, c'était un jugement de valeur basé uniquement sur l'apparence de Matteo. Elle était convaincue qu'il était un imposteur et agissait en conséquence. Elle raccrocha et regarda Matteo droit dans les yeux, se sentant désormais soutenue par une autorité supérieure. « Le directeur arrive. Mais monsieur, je vous préviens, si vous utilisez de faux documents ou si vous tentez d'usurper l'identité de quelqu'un, c'est un délit grave. Vous comprenez ? Nous devrons impliquer la sécurité de la banque et probablement la police. » Matteo hocha simplement la tête, gardant son calme. Il avait l'habitude d'être jugé, mais la colère bouillait en lui. Voir ses pires craintes concernant son équipe se confirmer de première main était profondément décevant. Pendant qu'il attendait, il vit du coin de l'œil l'un des gardiens chuchoter à l'autre, en pointant discrètement dans sa direction. Ils se positionnèrent, l'un plus près de lui, l'autre plus près de la porte. 2 clients plus loin dans la file commentaient entre eux, assez fort pour qu'il entende « Tu vois, c'est sûr, c'est une arnaque. Vu comment il est habillé, il veut retirer 7000. Il nous prend pour des idiots. » Le murmure grandissait. L'humiliation n'était plus privée entre lui et la caissière. Elle se transformait en spectacle public pour toute l'agence. Quelques minutes plus tard, un homme en costume ajusté, portant une montre chère et tape à l'œil et les cheveux méticuleusement coiffés, sortit d'un bureau vitré au fond. C'était Riccardo Solis, le directeur de l'agence. Ses chaussures en cuir italien brillaient et une odeur de parfum coûteux le précédait. Il s'avança vers la caisse d'un pas rapide et avec une expression de pouvoir répétée, tel un acteur entrant en scène. Son regard était dur, prêt à gérer un problème, pas un client. Il arriva avec l'arrogance de celui qui se sent maître des lieux. « Bonjour, que se passe-t-il ici ?» demanda Riccardo, s'adressant à Laura et ignorant complètement Matteo. Laura expliqua rapidement, d'un ton qui cherchait l'approbation de son supérieur. « Ce monsieur veut retirer 7000 $. Il y a des fonds sur le compte, mais regardez-le. Les documents semblent correspondre, mais c'est très suspect. J'ai dit que cela ressemblait à une fraude. » Riccardo ne regarda même pas Matteo immédiatement. Il se tourna vers le gardien et lui fit signe de s'approcher. « Le document, s'il vous plaît, » dit le directeur, s'adressant enfin à Matteo, comme s'il s'apprêtait à interroger un suspect dans un commissariat. Sa voix était basse, intimidante. « Il a déjà été présenté à la dame, » répondit Matteo, calmement, sans se laisser intimider. Le directeur prit les documents des mains de Laura et les survola. « Et vous voulez retirer cette somme, habillée comme ça ?» Riccardo laissa échapper un petit rire, plein de sarcasme et de dédain. L'humiliation était désormais directe et venait de la plus haute autorité de l'agence. « Excusez-moi, mais il y a clairement quelque chose qui cloche ici, » poursuivit Riccardo, élevant la voix pour que tout le monde l'entende. « Un tel mouvement financier ne correspond absolument pas à votre profil.
Les gens dans la file hochaient la tête, approuvant l'avis du directeur. Quelques rires étouffés se firent entendre. La file d'attente était complètement arrêtée. Tout le monde regardait maintenant, attendant le dénouement. Matteo était devenu le divertissement de la matinée, le petit voleur sur le point d'être pris en flagrant délit. « Coupons court », dit Ricardo, rendant les documents à Laura comme s'ils étaient en décontaminés. « Vous avez 2 options. Soit vous me dites maintenant qui vous a envoyé, qui est le vrai propriétaire du compte, soit nous appelons la police parce que ce compte n'est pas à vous. Et honnêtement, j'en ai assez de voir des arnaques aussi grossières. Je ne sais même pas comment vous avez passé la porte. » La phrase tomba comme un verdict. Ce n'était plus un soupçon. C'était une accusation officielle, devant tout le monde. Matteo regarda autour de lui. Il vit les regards de mépris, d'incrédulité. Il vit des gens qui, comme lui, venaient probablement d'en bas, des travailleurs. Et pourtant, il le jugeait uniquement sur ses vêtements, sa casquette, son sac à dos. Il le jugeait sur le profil que le directeur avait déterminé. Il sentit le poids du préjugé collectif. « Alors vous pouvez appeler la police » dit Matteo, regardant fermement Ricardo dans les yeux, sans reculer d'un centimètre. Il voulait pousser la situation jusqu'à sa conclusion logique. Le calme de Matteo décontenança le directeur. Visiblement irrité par le manque de soumission de Matteo, le directeur fit signe au gardien et, tout en sortant son propre téléphone portable pour appeler, marmonna sans aucune honte, mais assez fort pour être entendu, il ne manquait plus que ça. Un mendiant qui essaie de se faire passer pour un millionnaire, il pense qu'on est né d'hier. Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de la dignité qu'ils essayaient de lui enlever. Mais Matteo savait que la patience était sa meilleure arme. La tempête ne faisait que commencer, et il était au centre de l'ouragan. Ricardo Solis raccrocha après avoir parlé à la police. Son visage affichait une satisfaction sinistre. « Sun Center. Ils sont en route. Vous allez attendre juste ici, monsieur, » dit-il, crachant presque le dernier mot. Il ne laissa à Matteo aucune possibilité de s'expliquer ou de s'asseoir. Il le traitait déjà comme un criminel en état d'arrestation, non comme un client. Laura, à côté, désormais enhardie par le soutien de son chef, chuchotait avec une autre employée. « J'ai déjà vu ça. Ils entrent, en faisant semblant. Ils utilisent des documents volés, mais authentiques. Ce sont des escrocs entraînés. » Matteo restait debout, immobile, son sac à dos toujours sur le dos. Il ne disait rien, ne s'agitait pas, n'élevait pas la voix, il observait simplement chaque geste, chaque mot, chaque regard de mépris. Le directeur décida alors de poursuivre son spectacle. « Ouvrez le compte avec ce numéro d'identité. Vérifions à nouveau toutes les données. Je veux voir l'historique complet, » ordonna-t-il à Laura. Même si elle l'avait déjà fait, elle obéit immédiatement, désireuse de plaire à son supérieur. Elle voulait prouver qu'elle était une employée loyale et perspicace. Laura hésita une seconde. « Mais chef, ça a déjà été vérifié. Tout correspond. Le nom, le numéro, la signature numérique, la carte, tout explique correct. » Ricardo la coupa sèchement. « Ça ne m'intéresse pas. Les gens comme lui n'ont pas un tel solde. C'est impossible. Ça doit être un compte mule ou quelque chose du genre. Ne tombe pas dans le panneau, Laura. Apprends à voir le profil. » Cette phrase fut prononcée avec un naturel glaçant, comme quelqu'un qui commente la météo. Les gens comme lui. La phrase qui résumait tout le problème. La phrase que Matteo était venu éradiquer. Matteo prit une profonde inspiration. Ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il entendait cette phrase. Il l'avait entendue à l'école, à l'université, lors de ses premiers emplois. Mais c'était la première fois qu'il l'entendait ici, dans l'institution qu'il avait lui-même aidé à construire, dans l'agence qu'il avait lui-même approuvée. C'était la preuve irréfutable que le cancer du préjugé était profondément enraciné. Ricardo se tourna alors vers le gardien. « Surveillez-le de près. S'il tente de partir, appréhendez-le. Utilisez la force si nécessaire. » Puis le directeur regarda à nouveau Matteo, qui restait impassible. « Si vous avez quelque chose à avouer, il vaut mieux le faire maintenant. Cela vous épargnera du temps et beaucoup de maux de tête au poste de police. » Matteo parla enfin. Sa voix était calme, mais tranchante. « Je n'ai absolument rien à avouer. La seule chose que j'ai faite, c'est demander à retirer mon propre argent, » répondit-il, sans changer de ton, mais avec une fermeté qui, un instant, déstabilisa le directeur. Ricardo eut un sourire méprisant. « Ah, bien sûr, et moi je suis le président du pays. Ne me faites pas rire. » Toute l'agence était désormais plongée dans un silence gênant et dense. Certains clients qui attendaient, en particulier les plus modestes, observèrent la scène avec un mélange de pitié et de peur. D'autres, ceux qui se sentaient un plus proche du statut du directeur, avec une curiosité morbide. Et il y avait aussi ceux qui croisèrent les bras, secouèrent la tête et pensaient « Bien fait, il faut remettre ce genre de personnes à leur place. » Mais personne, absolument personne là-bas, du directeur au dernier client,
n'avaient la moindre idée de qui était réellement cet homme à la casquette. Pendant qu'ils attendaient voir la police, Ricardo retourna dans son bureau vitré, fulminant de cette perte de temps. Il s'assit de manière à ce que tout le monde voie qu'il gérait le problème. Laura resta à son poste, mais ne servit personne d'autre, regardant Matteo avec la même expression de supériorité et de dégoût. Matteo s'assit alors tranquillement, retira lentement son sac à dos, le posa sur ses genoux, sortit son téléphone portable personnel et envoya un unique message texte à son assistant exécutif. « C'est l'heure, et juste à ce moment, alors que vous découvrez cette histoire ici, sur votre chemin intérieur, et que la tension monte à des niveaux insoutenables, dans cette agence, l'atmosphère était presque palpable. 20 longues minutes passèrent. 2 voitures de police se garèrent en bruyamment devant l'agence, gyrophares allumés. 2 policiers en uniforme, un expérimenté et un plus jeune, franchirent la porte tournante avec l'aisance de ceux qui connaissaient tard déjà cet environnement d'appel bancaire. Ricardo Solis sortit de son bureau au même moment, d'un pas précipité et le visage satisfait, comme s'il s'apprêtait à résoudre l'affaire du jour. « Le voilà, messieurs », dit-il en pointant bruyamment du doigt Matteo, qui était toujours assis, les mains jointes sur son sac à dos. Le public qui attendait faisait semblant de ne pas regarder, mais tout le monde était parfaitement attentif. Il a présenté des documents authentiques, mais nous avons des raisons plus que suffisantes de croire que le compte n'est pas le sien. C'est une très grosse somme. Son comportement est suspect, ses vêtements sont totalement incompatibles avec le profil du client. C'est clairement une tentative de fraude. Le directeur exposait son cas avec fierté, tel un procureur. Le policier le plus expérimenté, un sergent du nom de Torres, fronça les sourcils, regarda le directeur, puis Matteo. « Les documents correspondent ou non, monsieur le directeur ?» Laura, la caissière, répondit de son poste, désormais un peu moins convaincue face aux uniformes. « Oui, monsieur l'agent, ils sont corrects. Nom, photo, numéro. Mais son historique, enfin son profil, ne correspond pas au montant sur le compte. C'est beaucoup trop d'argent. » L'agent Torres ne parut pas impressionné par cette logique. Pour lui, un fait était un fait. Matteo regarda les 2 policiers et dit d'une voix calme et respectueuse « Puis-je vous montrer d'autres documents ? J'ai une carte d'identité professionnelle si cela peut aider. » Le plus jeune agent demanda « Quel est votre poste, monsieur ?» Matteo répondit « Je préférerais ne le montrer que lorsque ce sera strictement nécessaire. Pour l'instant, ma carte d'identité devrait suffire. » Ricardo l'interrompit avec impatience. « Vous voyez, il ne répond pas. Il joue la victime. C'est le schéma classique des escrocs. Vous savez comment il désoriente les gens ?» Le directeur se tourna vers les policiers, tentant de leur donner des ordres. « Emmenez-le au poste. Là-bas, nous déposerons une plainte officielle. Ensuite, le service juridique de la banque s'en chargera. Il vaut mieux le sortir d'ici. » Le plus jeune policier hésita. Il regarda Matteo et remarqua quelque chose d'étrange. L'homme ne montrait aucune nervosité, il ne tremblait pas, ne criait pas, n'essayait pas de fuir. Il était calme, presque comme s'il contrôlait la situation. Le sergent Torres, plus expérimenté, le remarqua aussi. Le calme du suspect était inhabituel. Le sergent Torres, ignorant le directeur, s'adressa à Matteo. « Monsieur, acceptez-vous de venir volontairement avec nous au commissariat pour clarifier cela ?» Matteo hocha la tête. « Bien sûr, j'accepte de vous suivre, » répondit Matteo. « Mais avant cela, j'aimerais parler à monsieur Ricardo en privé. Juste une minute, c'est important. » Ricardo croisa les bras et bomba le torse. « Me parler ? Vous allez essayer de me menacer ? Parce que si c'est le cas, mon ami, ça va très mal se passer pour vous. Ici, vous êtes entouré par la loi. » Son arrogance était à son comble, juste avant la chute. Matteo se leva alors lentement, sans mouvement brusque. Il prit son téléphone portable personnel, ouvrit un fichier et une carte d'identité numérique apparut. C'était la carte d'entreprise. Elle portait sa photo, son nom complet et un sceau numérique de haute sécurité. Il tendit la main, montrant d'abord l'écran au sergent Torres. Le policier regarda, ajusta ses lunettes, ouvrit grand les yeux et lut à voix haute, n'en croyant pas ses oreilles, « Matteo Morales, directeur exécutif national. » Silence. Un silence absolu tomba sur l'agence. Ricardo Solis, qui s'était approché pour voir de quoi il s'agissait, lut aussi. Et il blêmit. La couleur quitta son visage. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il tenta de rire, pensant que c'était un faux, mais le design était indubitable. Le sergent Torres, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. « Monsieur, c'est authentique. » Matteo ouvrit alors son vieux sac à dos avec le même calme. Entre une bouteille d'eau et un livre, il sortit un porte-documents en cuir. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée des statuts de l'entreprise et son contrat de nomination, avec la signature du président du conseil d'administration. «
Je suis ici pour un audit personnel, dit Matteo. Sa voix était désormais ferme et claire, résonnant dans le silence. Nous sommes venus évaluer la qualité du service dans certaines agences. L'enregistrement vidéo et audio de tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui depuis mon entrée est déjà en cours d'envoi au service juridique de l'entreprise. Le silence se transforma en consternation. Les clients commencèrent à chuchoter, comprenant maintenant l'ampleur de ce dont ils avaient été témoins. Laura, la caissière, s'éloigna lentement de son poste, comme si elle voulait disparaître. Ricardo était paralysé, ne sachant s'il devait s'excuser, fuir ou s'évanouir. Et Matteo, avec le calme de celui qui a affronté bien pire dans la vie, dit simplement « J'ai demandé à retirer ce qui m'appartenait, et vous m'avez traité comme un déchet. Vous m'avez accusé de vol et avez appelé la police. Tout cela uniquement à cause de ma façon de m'habiller. » L'air dans l'agence semblait être devenu lourd, difficile à respirer. Ricardo, le directeur, qui, une minute auparavant, rayonnait d'arrogance et de pouvoir, était maintenant immobile, tremblant légèrement, fixant la carte d'identité numérique. « Vous, bégaya Ricardo. Les mots sortaient à peine. Matteo confirma simplement d'un geste. « Oui, je suis le directeur exécutif national et jusqu'à il y a 1 minute, on me traitait comme un criminel pour avoir tenté de retirer mon propre argent de mon propre compte. » Le sergent Torres s'éclaircit à nouveau la gorge, ajustant son uniforme, visiblement désireux de se sortir de cette situation. « Monsieur Matteo, je pense que notre présence n'est plus requise ici. Nous sommes désolés pour la confusion. » Les policiers avaient compris que le problème était interne et grave. Matteo se tourna vers eux. « Non, dit-il fermement. Je vous remercie pour votre courtoisie et votre professionnalisme. Ce n'est pas vous qui avez commis une erreur. Votre présence était nécessaire pour documenter cela. Vous pouvez partir, merci. » Les policiers hochèrent la tête et se retirèrent discrètement. Ricardo, lui, reculait, cherchant des mots d'excuse. « Oui, monsieur Matteo, je ne pouvais pas savoir. Vous étiez habillé, enfin vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le protocole de sécurité. » C'était une excuse pathétique, et tous deux le savaient, nain. Et c'est en réponse à cette excuse que Matteo le regarda droit dans les yeux et dit « Je comprends parfaitement, Ricardo. Je comprends que vous jugez un client sur les vêtements qu'il porte, sur la couleur de sa peau, sur son accent, ou sur le solde que vous pensez qu'il devrait avoir. Et cela en dit bien plus sur vous et votre qualité humaine que sur moi. Vous n'avez pas suivi de protocole. Vous avez agi sur la base de vos propres préjugés. Vous avez échoué à la tâche la plus fondamentale de votre travail. » L'agence était dans un silence complet. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Laura se tenait maintenant dans un coin, regardant le sol en tremblant. Le gardien de sécurité qui avait suivi Matteo du regard baissait maintenant la tête de honte. Même les clients qui marmonnaient auparavant « ce doit être une fraude » étaient visiblement embarrassés. Certains avaient honte de leur propre jugement. Matteo poursuivit. Sa voix résonnait maintenant de l'autorité naturelle de son poste, sans avoir besoin de crier. « Cela fait 1 mois que je reçois des plaintes sur le type de service fourni ici. Des clients simples sont ignorés, humiliés, traités comme des invisibles ou des nuisances. Et aujourd'hui, je suis venu intentionnellement, habillé ainsi, pour voir de mes propres yeux si c'était vrai. Et j'ai vu que c'était pire. J'ai fait l'expérience du mépris avec lequel vous traitez les gens, dit Matteo. Sa voix était lourde du poids de la déception. Ricardo tenta de réagir, bégayant « Monsieur Matteo, je suivais juste le protocole. Je vous présente mes excuses, vraiment, c'était une erreur de jugement. » « Le protocole ?» l'interrompit Matteo. « Le protocole n'inclut pas la discrimination. Le protocole n'inclut pas de traiter un client de mendiant. Le protocole n'inclut pas d'appeler la police sur la base d'une supposition fondée sur l'habillement. Votre travail, Ricardo, est en totale contradiction avec tout ce que cette organisation prêche, et vous aviez déjà été averti des plaintes des clients auparavant, et vous les avez ignorées. » Matteo sortit son téléphone portable et lança un appel vidéo. De l'autre côté, la directrice des ressources humaines, Diana, apparut immédiatement. « Bonjour, peux-tu lancer la procédure, s'il te plaît ?» « Ricardo Solis, dit Matteo en regardant le directeur, sera licencié de l'entreprise pour faute grave, discrimination et violation du code d'éthique. Assure un remplacement immédiat de la direction. Laura doit également être temporairement suspendue jusqu'à nouvelle évaluation et nouvelle formation. Et je veux un audit complet de cette agence. » Le visage de Ricardo s'effondra. L'horreur remplaça l'arrogance. « S'il vous plaît, monsieur Matteo, je suis directeur depuis 8 ans. J'ai fait une erreur, mais j'ai une famille, des enfants. » Matteo prit une profonde inspiration. Son regard se durcit au souvenir de son propre passé. « Et combien de pères de famille avez-vous humiliés ici, sans y penser à 2 fois? Combien de mères? Combien de personnes âgées?
Combien de travailleurs avez-vous traités comme s'ils n'étaient rien, juste parce qu'ils ne portèrent pas un costume comme le vôtre? Avez-vous pensé à leur famille? Ricardo ne répondit pas, se contentant de baisser la tête, vaincu. Matteo se tourna alors vers les clients, toujours présents en silence. Aujourd'hui, je suis venu comme l'un d'entre eux, et c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Ricardo était toujours sous le choc. L'homme qu'il avait tenté d'expulser comme un criminel, qu'il avait traité de mendiant, était en fait son plus haut supérieur dans toute l'entreprise. Et maintenant, il était licencié sur le champ, devant toute l'agence. Ricardo Solis, à partir de cet instant, vous êtes licencié de l'entreprise, répéta la directrice des RH lors de l'appel vidéo. Vous devez rendre votre badge, vos clés et quitter l'unité. Vous n'aurez plus accès à aucun système ou document interne. Le directeur tremblait. Sa carrière était détruite en quelques minutes. Ricardo tenta de dire quelque chose d'autre, mais les mots ne venaient donc pas. La panique s'empara de lui. L'employé Laura, qui observait tout depuis le comptoir, était pâle comme un linge. Matteo se tourna alors vers elle. « Vous savez pourquoi vous êtes suspendue, n'est-ce pas, Laura ?» Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes de peur, pas de remords. « Excusez-moi, monsieur, j'ai été entraîné par le moment, par le directeur. Ce n'est pas le moment qui t'a guidé, Laura. Ce sont tes préjugés. Tu as beaucoup à apprendre. » Il regarda ensuite les autres employés, paralysés à leur poste. Si quelqu'un ici pense que l'uniforme que vous portez est synonyme de supériorité ou qu'un client doit être bien habillé pour être traité avec respect, je vous demande de reconsidérer vos propres valeurs ou de démissionner dès maintenant. Il n'y a pas de place pour ce genre d'attitude dans mon entreprise. L'atmosphère était lourde, mais c'était maintenant le poids de la vérité, de la conscience qui planait sur tout le monde. Le message avait été délivré avec une clarté dévastatrice. Ricardo, dans un geste mécanique, retira son badge, sortit les clés de sa poche et les tendit au gardien de sécurité. Le regard fixé sur le sol poli, il traversa l'agence en silence, sous des regards qui n'exprimaient plus l'approbation, mais un mélange de pitié et de honte pour lui. La porte tournante le libéra dans le monde réel, désormais au chômage. Matteo se dirigea vers la femme qui l'avait aidé au début, Doña Isabel, qui était toujours assise, observant tout avec stupéfaction. Elle le regarda, complètement surprise, rassemblant les morceaux. « C'était vous tout ce temps, jeune homme ?» Matteo sourit et son visage s'adoucit pour la première fois. « Oui, Doña Isabel, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu en tant que directeur. Je suis venu comme quelqu'un qui comprend parfaitement ce que vous et tant d'autres vivez chaque jour. » Elle, émue, lui prit la main. « Ah, mon fils, si tous les puissants étaient comme ça, s'ils descendaient à voir comment nous vivons, le monde serait sauvé. » Matteo lui serra la main. « Si chacun fait sa part, ce sera déjà bien mieux. » Il se tourna à nouveau vers les clients et les employés présents. « Cette agence sera reformatée, non pas dans sa structure, mais dans son cœur, et elle sera désormais basée sur un respect inconditionnel. Quiconque veut faire partie de ce changement est le bienvenu. Quiconque ne le veut pas, la porte est la même que celle par laquelle le directeur est sorti. » En quittant l'agence, Matteo s'arrêta un instant. Le soleil brillait fort sur le trottoir. Il leva les yeux au ciel, comme quelqu'un qui remercie non pas pour le poste, non pas pour le pouvoir, mais pour l'opportunité, tout en étant au sommet, de se souvenir d'où il venait. Il était entré dans cette banque comme un homme ordinaire, jugé et invisible. Il en sortait comme l'exemple vivant que le respect ne se mesure ni à l'apparence ni au solde bancaire, mais à la dignité innée de chaque être humain. Sur le trottoir, l'un des clients qui avait tout vu s'approcha de lui. « Monsieur Matteo, merci. Ce que vous avez fait aujourd'hui, personne n'avait jamais fait ça pour nous. Nous restons toujours silencieux et baissons la tête. » Matteo lui serra fermement la main. « Mon poste n'est qu'un détail. Ce qui me motive, c'est le souvenir de ma mère. Elle a passé sa vie à être traitée comme si elle n'avait aucune valeur. Cette agence changea. À partir de ce jour, les employés furent réévalués et suivirent une formation intensive. De nouveaux dirigeants à l'approche humaine furent alors placés à des postes stratégiques et la nouvelle politique de service fut guidée par une phrase écrite en grosses lettres sur le mur principal « Traitez chaque personne comme si elle était votre meilleur client, parce qu'elle l'est. » Et juste à ce moment, alors que vous finissez de découvrir cette incroyable histoire, nous vous posons la question. Qu'auriez-vous fait à la place de Matteo ? Matteo retourna à sa routine dans son bureau luxueux, en costume et cravate, mais il fut clair avec son équipe de direction. De temps en temps, je remettrai ce vieux t-shirt, ces baskets usées, je mettrai ma casquette et je marcherai parmi les invisibles, car c'est parmi les invisibles que vit encore la vérité. Et maintenant, dites-nous, avez-vous déjà été jugé injustement sur votre apparence ? Partagez votre histoire dans les commentaires.
Votre histoire peut toucher beaucoup de gens, aider à créer une prise de conscience. Et si vous voulez continuer à voir des histoires comme celle-ci, qui touchent, inspirent et nous font réfléchir sur qui nous sommes vraiment, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Votre chemin intérieur. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos premières. Les prochaines histoires que nous préparons vous surprendront encore plus. Mettez un like à cette vidéo si cette histoire a touché votre cœur et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de la valeur du respect. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. La véritable justice commence par l'empathie. La décision de Matteo résonna dans toute l'entreprise. L'histoire de sa visite devint une légende interne. Les employés de toutes les agences commencèrent à regarder chaque client différemment, conscients que le respect n'était pas optionnel, mais le pilier fondamental de l'entreprise. La suspension de Laura ne fut pas permanente. Elle fut envoyée travailler pendant 1 mois dans les programmes de services communautaires financés par la banque dans les quartiers pauvres pour comprendre la réalité des clients qu'elle méprisait. Elle raconta que cette expérience l'avait profondément changée, lui apprenant l'humilité qu'exigeait son travail. Pour Ricardo Solis, la fin fut abrupte. Son arrogance lui coûta sa carrière de 8 ans. L'industrie bancaire était petite, et la nouvelle d'un licenciement pour discrimination grave se répandit, rendant difficile sa réintégration à un poste similaire. Sa chute servit de dur rappel aux autres managers que le pouvoir d'un poste est temporaire, mais que l'impact de leurs actions, en particulier celle de mépris, peut être permanent. Matteo n'éprouva aucun plaisir à ce licenciement, seulement la triste nécessité de retirer un problème qui nuisait à la confiance des clients. Donia Isabel, la femme que Matteo avait aidée, reçut un appel personnel de la banque lui présentant des excuses pour le traitement dont elle avait été témoin et victime. Matteo s'assura qu'un nouveau protocole de service prioritaire pour les personnes âgées ou celles ayant des difficultés technologiques soit mis en œuvre en désignant du personnel spécifique pour les aider sans qu'elles se sentent comme un fardeau. Ce petit geste né d'une observation dans la file d'attente améliora l'expérience de milliers de clients. Parfois, la plus grande solution vient de l'attention portée aux problèmes les plus petits et les plus humains. Le sac à dos usé et la casquette de Matteo ne furent pas rangés au fond d'un placard. Ils devinrent son uniforme de vérité. Périodiquement, sans préavis, il les enfilait pour visiter d'autres agences, non pas à la recherche de sanctions, mais de compréhension. Il s'asseyait dans les files d'attente, écoutait les conversations, sentait l'atmosphère. Il voulait s'assurer que le changement n'était pas seulement superficiel, pas seulement une phrase sur un mur, mais une transformation réelle dans le cœur de ses employés. Il savait que l'autosatisfaction était l'ennemi du progrès et de l'humilité. Cette histoire nous apprend que le véritable pouvoir ne vient pas d'un titre ou d'un costume coûteux, mais de l'honnêteté et de l'empathie. Matteo Morales utilisa son pouvoir non pour opprimer, mais pour élever ceux qui étaient silencieusement opprimés. Il se souvenait qu'avant d'être PDG, il était un homme, un fils d'ouvrier, et que son succès n'avait de sens que s'il servait à créer un environnement plus juste. Il s'assura que sa banque comprenne que l'actif le plus précieux n'était pas l'argent dans les coffres, mais la confiance de chaque personne qui franchissait ses portes. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir découvert cette histoire complète à ce moment précis avec nous sur Votre chemin intérieur. Nous espérons qu'elle vous a inspiré. Quelles leçons tirez-vous de l'acte de Matteo ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour que nous continuions à grandir ensemble et à apporter plus de contenu qui touche l'âme. Votre soutien est fondamental pour nous. Rendez-vous dans la prochaine histoire où la vérité et la justice trouvent toujours leur chemin.